Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est iWeek comme tous les jeudis soirs sur Watch TV, 22h, 23h, on est en direct et pour une heure ensemble, c'est toute l'actu Apple en live, iWeek, vous le savez maintenant. On va passer donc une heure ensemble avec vos messages et vos questions via Twitter avec le hashtag que vous voyez en bas, iWeek TV. On attend évidemment vos réactions à cette actu très chargée qu'on va aborder avec nos camarades et nos amis que je salue tout de suite. Salut à tous les deux, Eddy et Gilles. Je commence par Eddy qui est à gauche de l'écran. Salut Eddy, comment ça va ? Bonsoir Benjamin, ça va très bien. On est parti pour une petite heure ensemble. On va décortiquer un peu l'actu Apple et il y a de quoi faire cette semaine, entre les résultats financiers, les rumeurs. Il y a encore de quoi dire, on va dire, pendant une bonne petite heure. Absolument, absolument Eddy. Alors, on rappelle que tu es évidemment... tu écris sur tablettactile.net. C'est bien ça, tablettactile.net. Et c'est notre deuxième fois ensemble puisque tu avais déjà passé une keynote Apple avec nous sur Watch. Exactement, on avait découvert l'iPad Air ensemble. Absolument, et on va en reparler pendant cette heure puisqu'il a été question beaucoup d'iPad hier soir. Le deuxième invité de cette émission, vous le connaissez aussi, vraiment l'un des fidèles parmi les fidèles. Je ne vous le présente même plus, même si je le présente quand même, c'est Gilles Dounès, le directeur de la rédaction de Mac+. Salut Gilles. Salut Benjamin. Bon, soirée chargée pour toi aussi hier soir. Oui, on a accueilli ces résultats qui sont mitigés, mais qui sont plutôt bons, et puis avec une grosse surprise dont on va parler tout à l'heure, je pense. Absolument. On va en parler tout à l'heure. Tout de suite, les amis, je vous propose qu'on passe directement au sommaire de cette émission. C'est parti. Apple, donc des résultats mitigés mais bien meilleurs que prévu pour son deuxième trimestre fiscal qui correspond en fait au premier trimestre de l'année civile. 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires entre le 1er janvier et le 29 mars. Plus de 10 milliards de dollars de bénéfices, des résultats tirés vers le haut par l'iPhone et les 43 millions d'iPhone vendus en 3 mois, plus 17% par rapport au même trimestre il y a un an. En revanche, moins 16%, c'est l'évolution pour l'iPad. Tim Cook s'est expliqué cette nuit, vous l'entendrez dans un instant. Malgré ces résultats, Gilles le disait, en dents de scie, l'action Apple gagnait ce matin près de 9% à Wall Street avant l'ouverture. Il faut dire que Tim Cook continue de déployer son plan de séduction vis-à-vis des investisseurs avec plus de dividendes et un split annoncé de l'action Apple cet été. Vous obtiendrez 6 nouvelles actions Apple pour chaque action dans votre portefeuille. Autre sujet abordé cette nuit, l'Apple TV a un énorme succès. Il s'en est déjà vendu 20 millions d'exemplaires et c'est un business qui pèse désormais 1 milliard de dollars par an pour Apple. C'en est donc fini du hobby de Steve Jobs. Ça va évidemment pas calmer les rumeurs à propos d'une prochaine télé chez Apple. On va aussi en reparler. Et puis, puisqu'on parle des projets, il en a été question aussi cette nuit à l'occasion de l'annonce de ces résultats avec en filigrane bien sûr les objets connectés et une potentielle iWatch. Apple n'est pas pressé, l'important pour Tim Cook, et vous l'entendrez à nouveau, ce n'est pas d'être le premier, mais de sortir le meilleur produit. Voilà pour ce qui fera le gros de l'émission. Vous verrez tout à l'heure aussi les nouveaux rendus hyper réalistes de l'iPhone 6. Bon, évidemment, des rendus qui ne sont pas le fait d'Apple, mais de graphistes et d'un graphiste en particulier néerlandais très très doué. On vous parlera des nouveaux MacBook Air qui pourraient arriver dès la semaine prochaine. Et puis, combien seriez-vous prêt à payer pour un déjeuner une fois dans votre vie avec Tim Cook ? Les enchères sont ouvertes au profit d'une organisation caritative. La valeur estimée de ce tête-à-tête, 100 000 $. Voilà pour les gros sujets du jour qu'on va aborder avec les deux invités d'iWeek cette semaine. Voilà, c'est parti pour ce numéro 16. Dans un instant, Apple, les chiffres, les mots de Tim Cook et tous les projets de la marque à la pomme. Voilà, c'est donc parti pour iWeek numéro 16 et tout de suite on va prendre la direction de Cupertino parce que c'est là que s'est passé l'annonce de ces résultats trimestriels. Alors c'est un rendez-vous un petit peu
un petit peu, on va dire un petit peu figé, hein, tous les 3 mois. C'est très, très encadré d'un point de vue légal. Mais c'est aussi le seul moment, en dehors des keynotes, où on peut entendre et on peut éventuellement participer à une discussion avec le patron d'Apple. C'est des moments qui vous intéressent en tant que journaliste et en tant que passionné, Eddy et Gilles? En ce qui me concerne, oui, bien entendu, on regarde toujours les chiffres avec beaucoup d'intérêt parce qu'en plus, c'est le seul moment de l'année où on a justement des chiffres parce qu'Apple reste toujours très discret. Même d'ailleurs, en donnant les chiffres, Apple ne détaille jamais véritablement, ne rentre pas dans le détail. Par exemple, dans la vente de ses iPads, ne dira pas, eh bien, on a vendu tant d'iPad Air, tant d'iPad mini, tant d'iPad mini Retina. Donc on regarde toujours ça avec intérêt, bien entendu. Et je pense que surtout la concurrence regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis ce qui est intéressant, c'est toujours la discussion qui suit ces chiffres. Ah oui. Et c'est là où on apprend des fois bien plus de choses que dans les chiffres eux-mêmes. Et parfois même que dans les keynotes, hein, on a parfois des petites pépites, même si chacun se tient évidemment à carreau pendant l'annonce de ces résultats. Gilles, pour toi, est-ce que ça va aussi au-delà du simple rendez-vous destiné aux analystes financiers? Alors, d'abord, c'est très formalisé pour toutes les sociétés cotées en bourse. Mais c'est très, très intéressant. Alors, la discussion et les tickets sont restreints. Il s'agit des analystes, des banques d'affaires qui suivent au jour le jour la cotation du titre. Ah oui, c'est sûr. Si tu ne travailles pas chez Morgan Stanley, tu n'as aucune chance de participer au débat d'après résultat. Hein. Mais c'est très Apple, ça. On est focus. Chaque journaliste et chaque titre même a son domaine de référence et on ne communique vers lui que à propos du domaine et des produits qui sont censés les intéresser. Alors, on va revenir sur ces chiffres. Alors, je les donnais dans le sommaire. Le chiffre d'affaires et les bénéfices ont plutôt été bien perçus, hein, clairement, par ceux qui suivent, on va dire, la bourse et Wall Street au quotidien. Oui, les bénéfices sont en hausse, le chiffre d'affaires aussi, les ventes de la plupart des produits aussi, et surtout, il y a une... Oh, ça je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Gilles. Hein. Pardon ? Les chiffres sont pas forcément... L'iPad est en belle baisse. À part l'iPad, mais sinon, tout le reste, le Mac se vend bien mieux que le reste des PC de l'industrie. Et puis, ce que je veux dire, c'est que la marge brute que surveillent les analystes, comme le lait sur le feu, est en augmentation par rapport au trimestre dernier. Elle frise même les 40%. Ouais. Alors, justement, les chiffres. Gilles, on va essayer de prendre les choses de manière un peu méthodique pour ne rien oublier. Et puis, c'est toujours un peu compliqué avec les chiffres. Il ne faut pas en faire quelque chose de barbant. Donc, voilà. Vous voyez, il y a une colonne principale encadrée avec un chiffre en bas. L'unité, c'est le million de dollars. Donc, 45, ce sont 45 milliards de dollars. C'est donc le chiffre d'affaires pour le trimestre d'Apple. Vous voyez de quelle manière il se décompose. Alors, c'est très intéressant parce que on voit tout de suite que plus de la moitié du chiffre d'affaires d'Apple, c'est l'iPhone aujourd'hui. Hein. Oui. C'est la bonne surprise de ce trimestre d'ailleurs, l'iPhone. Alors, la bonne surprise pour qui? Pas pour ceux qui aiment le Mac, si? C'est la bonne surprise pour Apple parce que mine de rien, ça a permis de tirer la société vers le haut. Certes. Tous les business sont liés. Il a parlé d'effet de halo qui ne se démonte pas depuis 10 ans ou depuis 15 ans depuis l'iPod. Et le plaisir et le pied que prennent les utilisateurs à utiliser un produit rejaillit sur l'ensemble de la perception de la marque et les incite à aller vers un autre produit ou un autre service. Alors, donc l'iPhone participe du reste. Comme en son temps, l'iPod emmenait les gens vers l'achat d'un Mac ou maintenant vers la tablette. Absolument. Alors, il y a les chiffres, on va dire, et les chiffres d'affaires qui sont liés. Et puis, il y a l'évolution d'un trimestre sur l'autre et
d'une année sur l'autre si on prend le même trimestre en comparaison. Et ce tableau est presque plus intéressant que le précédent parce que on voit que d'un trimestre sur l'autre, alors les 4 grandes familles de produits sont en baisse, mais ça c'est pas tellement une surprise parce que le trimestre précédent c'était le trimestre de Noël, on est bien d'accord ? C'est le gros trimestre de l'année, là où l'ensemble des constructeurs font une grosse partie de leur chiffre d'affaires. Voilà. Donc, ce qui est intéressant pour ce trimestre, c'est évidemment de comparer par rapport à il y a un an. Et c'est là où il y a des écarts quand même qui sont assez significatifs. Donc, on l'a dit, le trimestre est tiré par l'iPhone, donc qui progresse de 17% par rapport au même trimestre d'il y a un an. Donc, c'est clairement une progression incontestable. En revanche, tu l'as dit, Eddy, moins 16%. C'est quasiment la proportion inverse pour l'iPad qui baisse et assez nettement. Mais ce qui est marrant, quand on regarde justement l'iPad en détail et le fonctionnement de l'iPad au sein de la famille, c'est justement de se rendre compte que l'iPhone, c'est un objet personnel, donc un objet que l'on va avoir toujours sur soi, là où l'iPad, au contraire, est un objet qui est jugé comme familial. Et finalement, le mode de fonctionnement de l'iPad ressemble plus à l'ordinateur, alors même que c'est un appareil mobile, et c'est ce qui explique aussi le tassement, je pense, des ventes d'iPad, voire même la régression des ventes d'iPad d'une année sur l'autre. Ça peut en tout cas en partie expliquer ces ventes qui sont peut-être pas à la hauteur des espérances d'Apple. Ouais. Je suis pas Agile, oui. Je suis pas d'accord du tout. Alors pas du tout. Ça tombe bien, vas-y. Je pense qu'on est dans un creux qui correspond au deuxième temps de la vie du produit où une première partie du public s'est tournée vers donc l'iPad, comme il s'est tourné d'abord vers l'iPhone, et ensuite une seconde n'a pas l'envie ou n'a pas les moyens de mettre autant d'argent dans une tablette et commence par essayer quelque chose qui ressemble et qui coûte nettement moins cher. Ouais. Et ensuite, avec la déception venant, on retourne, quand il s'agit de renouveler le produit, on revient vers Apple, vers la valeur sûre, vers l'original, et les ventes rebondissent. On a connu ça avec l'iPod. Je pense qu'on est en train de connaître ça avec l'iPhone. C'est du moins ce que Tim Cook a avancé avec les ventes un peu partout dans le monde, et ça correspond également au tassement des ventes de Samsung dans la téléphonie et les mauvaises perspectives qu'ils ont pour les 2 trimestres qui viennent. Donc on est à mon avis, dans ce moment-là, période de creux. Deuxième creux. Ouais. D'ailleurs, je pense que nos deux analyses se complètent. En disant qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du trimestre qui a coïncidé avec le lancement des produits, on ressent toujours effectivement, au bout d'un moment, un tassement des ventes qui est normal. Mais c'est vrai que la question qu'on a envie de leur poser immédiatement, c'est qu'est-ce que vous attendez pour sortir un nouveau produit pour rebooster les ventes ? Il y en a un tous les ans. Et puis il y a une autre particularité, c'est que pour la première fois au trimestre précédent, au trimestre de Noël, Apple a été capable de fabriquer et de livrer suffisamment d'iPad pour satisfaire la demande. Jusqu'à présent, ça n'avait jamais été le cas, que ce soit pour l'iPad ou pour l'iPhone. Alors, et là, il restait donc des tablettes, beaucoup de tablettes dans les canaux de distribution, ce qui fait que Apple n'a pas relivré, n'a pas fait de réassaut auprès de ces détaillants. Alors on va reparler des familles de produits les unes après les autres, mais j'ai pris quelques secondes pour qu'on s'arrête sur la page d'accueil de Mac Plus ce soir, Gilles, avec l'info de une. Tu as choisi de faire ton papier sur Tim Cook. Tim Cook qui te semble enfin avoir endossé le costume du boss. Il l'avait déjà endossé, mais on lui a beaucoup contesté, comme je pense que ça a été le cas, et il passe par les mêmes difficultés que Steve, à travers lesquelles Steve était passé à son retour. Là, on lui a tressé des couronnes de laurier d'entrepreneurs et de visionnaires, mais quand il est revenu aux commandes, et jusqu'à peu près
2003-2004, c'était le bad boy et celui qui avait tout gâché qui était parti. Le good guy, c'était Steve Wozniak. Bon, tu sais quoi, je pense qu'on a fait un peu le même coup à Tim Cook. Alors à propos de Tim Cook, eh ben, on va pas se priver du plaisir de l'entendre. On a pris le temps aujourd'hui de bien décortiquer cette conférence destinée aux analystes qui avait lieu hier soir. Et on a sous-titré Tim Cook pour que vous puissiez tous comprendre ce qu'il dit. C'est pas forcément évident hein, quand on n'est pas bilingue. Alors le premier gros sujet abordé hier soir, évidemment, vous le savez, c'était l'iPhone, donc à qui Apple doit l'essentiel de ses bénéfices ce trimestre. L'iPhone, Tim Cook l'a expliqué, qui progresse en fait quasiment partout dans le monde, notamment en France. Écoutez bien, c'est dans ce qui va suivre. We gain share in a whole host of markets, from developing markets like the US, UK, France, Germany, to more of emerging markets like China, Vietnam, and so we feel very, very, very good about that the strength was broad-based. You know, we price things that we think are price them in such a way that we think is a fair price for the value that we're delivering, and we make those decisions on each thing as it gets closer time to come to market. Voilà, donc Tim Cook qui explique que l'iPhone progresse partout. Alors évidemment, on a pas mal parlé de la Chine hier soir parce que l'arrivée de l'iPhone en Chine chez China Mobile, évidemment, a joué un rôle pas négligeable hein, dans ces chiffres. C'est un marché qui est énorme de toute façon, la Chine. Et un marché qui est émergent, et donc Apple a un relais de croissance là-bas qui est pas négligeable, et ça Tim Cook l'a compris, et je pense que leur regard est bien plus porté aujourd'hui vers ce marché-là que vers les marchés européens, ou alors pas nord-américains parce que forcément c'est le marché d'origine, mais la Chine est effectivement un des marchés qu'il reste encore à conquérir, et sur lequel Apple va certainement concentrer un peu de ses forces. Ouais. Alors, il y avait un point intéressant aussi hier soir, c'était la manière dont Tim Cook a justifié les tarifs pratiqués par Apple. On sentait que l'analyste qui posait la question avait envie de savoir s'il n'était pas envisageable qu'Apple baisse ses tarifs, voire propose l'iPhone low cost dont on parlait il y a quelques mois. Bon, clairement, il a justifié cette position assez haut de gamme quand même. Hein. Même si on parle d'une augmentation de tarifs. Enfin, les dernières rumeurs allaient plutôt dans l'autre sens, vers une augmentation de tarifs. Même si pour l'instant ce ne sont que des rumeurs et qu'elles sont fondées sur rien du tout. Ouais, moi j'y crois toujours pas trop. Je pense que l'iPhone est un tarif qui est déjà relativement élevé, mine de rien. Hein. Oui. Gilles. Oui. Il est au niveau du Galaxy quand il sort. C'est vrai. Ce que fait Samsung, c'est qu'il baisse très rapidement c'est le modèle, il le revendique. Samsung, c'est le modèle du poisson cru. C'est-à-dire qu'on vend très cher quand c'est de toute première qualité et que c'est très frais, et au fur et à mesure que la concurrence arrive et que le produit a tendance à se banaliser, on baisse très vite de façon exponentielle. Ouais. Qu'est-ce que ça révèle pour vous, ce que vous avez entendu hier soir sur, on va dire, la situation de l'iPhone aujourd'hui, sur peut-être le timing ou le planning des prochains mois? Comment est-ce que vous l'avez senti? Sony avait conseillé à Apple de sortir 2 modèles par an au lieu d'un. Alors il y a eu toute une partie de la discussion qui a porté aussi sur l'allongement des cycles de renouvellement. Traditionnellement, quand Apple entre sur un marché, il va voir les acteurs de ce marché et leur demande comment ils peuvent les aider et quelle est la façon dont fonctionne leur business. Ça avait été le cas avec AT&T pour l'iPhone, où AT&T avait expliqué qu'ils vendaient ils sponsorisaient un terminal tous les 2 ans en échange d'un contrat lié donc pendant 24 mois. Donc Apple s'est coulé dans ce business model-là,
et avec un modèle tous les 2 ans et un rafraîchissement tous les 12 mois. Pour l'instant, ils restent sur ce modèle. Ils ont annoncé qu'ils n'avaient pas l'intention. Oui, mais apparemment, les opérateurs ont l'intention de changer. Hein. Pardon ? Les opérateurs américains ont l'intention de changer le modèle, de le faire évoluer, en tout cas de manière assez rapide. Hein. C'est ça, passer à 36 mois. Il y a les deux mouvements, hein, parce que j'ai aussi vu que Sprint envisageait de vendre des portables des SIM loqués à partir de l'été 2015, si je ne me trompe pas. Il y a une telle concurrence que tout le monde essaie un peu des solutions différentes de son côté. Et c'est bien, tout le monde va y trouver son compte, je crois. Alors, quand même, je vous parlais de l'iPhone. Est-ce que c'est pas préoccupant, et vous comprenez le sens de ma question, de voir que l'iPhone prend ou a pris une telle place dans le business d'Apple? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, qu'Apple se désintéresse de ses autres activités au profit de la seule téléphonie? Non, parce que ils ont théorisé l'ère du post-PC. Mais pour l'instant, c'est là tout le calcul machiavélique d'Apple. C'est que pour l'instant, pour fabriquer des programmes pour l'ère du post-PC, il faut quand même un PC et tant qu'à faire un Mac. Le kit de développement logiciel ne tourne que sur Mac. Donc, ils ont besoin d'avoir des machines et des machines de bonne qualité pour les vendre aux développeurs. Eddy ? Oui, bah je rejoins ce qui a été dit là juste avant, avec effectivement cette idée donc que l'iPhone est toujours un complément du Mac et finalement que l'iPhone se vend très bien, mais que parallèlement le Mac se vend aussi pas mal parce que c'est quand même l'un des rares ordinateurs sur le marché. Je pense que si on regarde toutes les autres marques ont vu leur vente baisser et Apple s'en sort quand même relativement bien dans un marché qui commence à être sinistré. Ouais. Et c'est finalement un calcul qui n'est pas mauvais. Et pour en revenir à la stratégie d'Apple sur l'iPhone, finalement on s'aperçoit que c'est une stratégie qui fonctionne plutôt bien puisque les ventes restent quand même assez honorables, hein, plus qu'honorables même, elles augmentent. Donc finalement ce rythme a l'air de convenir à Apple qui a peut-être du coup pas intérêt à voir les acteurs de la téléphonie en Amérique changer les règles du jeu. Gilles, tu as autre chose à dire sur l'iPhone ou on passe à l'iPad? Oui, sur l'iPhone, c'est un peu la même chose que sur le PC, c'est-à-dire que l'industrie du PC a détruit de la valeur en se battant sur le prix pendant des années, avec des modèles toujours de moins en moins chers, et les clients perdaient la notion du service rendu. C'est ce qu'a essayé d'expliquer Tim Cook pendant la conférence, en disant qu'ils essayaient de faire payer le juste prix pour le service rendu et ce que ça coûtait. C'est la même chose pour l'iPhone et c'est la même chose pour l'iPad. Ils sont dans un modèle vertueux où on crée de la valeur au lieu d'en détruire. Ouais. Alors, messieurs, on va passer à l'iPad, autre gros morceau, parce que ça a été un petit peu le négatif du positif d'hier soir, avec, donc vous le voyez, on vous repropose les chiffres, 16 millions d'exemplaires de l'iPad vendus ce trimestre, c'est 10 millions de moins qu'au trimestre précédent, mais c'est aussi 3 millions de moins qu'au même trimestre d'il y a un an, et donc forcément les chiffres de l'iPad n'étaient pas très bons. Alors, des chiffres que Tim Cook a cherché à relativiser hier soir, en expliquant que certes, les chiffres étaient plutôt décevants du point de vue des analystes, mais en tout cas pour Apple, c'était les meilleurs chiffres qu'ils espéraient pour ce trimestre. On écoute tout de suite Tim Cook. iPad sales came in at the high end of our expectations. Absolutely has been the fastest growing product in Apple's history. And it's been the only product that we've ever made that was instantly a hit in 3 of our key markets, from consumer to business, including the enterprise and education. In the education market in the U.S., we have a 95% share. In the enterprise market, we're seeing
virtually all, 98% of the Fortune 500 that are using iPad. And we're seeing, according to Good Technologies, who looks at activations of tablets, the latest data we have from them is that 91% of the activations of tablets in enterprise were iPad. In the retail market, we had 46% share. The other things you look at on iPad that are just blow away is customer sat is 98. Well, there's almost nothing in the world with a 98% customer sat. Voilà, donc des très bons chiffres, mais alors du coup, on a presque du mal à comprendre comment les ventes d'iPad peuvent baisser de 17% sur un an. Comment est-ce que vous comprenez cette baisse des ventes tous les deux? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que comme bon, la mise en on a place... compris, mais là on se concentre vraiment sur l'iPad là maintenant. Et Oui, c'est d'autant sur plus le étrange iPad. qu'on a eu en plus une nouvelle machine, l'iPad Air, hein, qui est quand même différente de ce que l'on avait avant, hein, puisque l'iPad 3 et l'iPad 4, enfin l'iPad Retina, étaient deux modèles qui étaient ressemblants d'une année sur l'autre. Donc là, on a quand même eu une machine bien plus fine, bien plus légère. Donc on a quand même on a une nouveauté. Alors, on va dire une nouveauté qui est plus d'ordre marketing que réel. Mais on a une vraie nouveauté. Pourtant, c'est vrai qu'on a un ralentissement des ventes en ce qui concerne l'iPad. Alors, comment on peut l'expliquer? Moi, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on a tellement des bons produits que finalement, les gens ne vont pas, comme avec les smartphones, les renouveler tous les 1 an ou 2, puisque mine de rien, les opérateurs téléphoniques poussent aussi à renouveler les smartphones tous les ans ou tous les 2 ans, tandis que là, il n'y a pas cet effet de renouvellement. Donc les gens qui ont acheté un iPad 2, par exemple, sont contents certainement de leur produit, n'ont pas forcément envie de le changer dans les 1 ou 2 années qui suivent. Donc on va avoir comme ça un renouvellement qui se fera beaucoup plus lentement dans le temps. Ça veut dire pour toi que finalement on y est arrivé une sorte de premier seuil en termes d'équipement, et que du coup maintenant on compte moins sur les premiers acquéreurs qu'auparavant? En fait, les fans de produits Apple qui sont toujours enclins à en changer, par exemple, pour le coup, vont se dire mais moi j'ai un iPad 2, ça fonctionne très bien, en plus iOS 7 fonctionne dessus, je vois pas pourquoi je passerai sur l'iPad Air par exemple. Alors qu'on sait très bien qu'avec un téléphone, c'est totalement différent puisque notre abonnement se finissant, on va nous proposer de renouveler notre abonnement et en même temps de renouveler notre téléphone à des prix préférentiels. Donc on n'est pas du tout... C'est ça qui est marrant, c'est qu'on a deux appareils mobiles, l'iPhone et l'iPad, mais dont le fonctionnement est complètement différent. Donc c'est un peu dur de les comparer, et moi je regarderai plus par exemple l'iPad par rapport à l'ordinateur et le fonctionnement familial d'un iPad, je pense qu'il ressemble plus au fonctionnement familial d'un ordinateur qu'au fonctionnement familial du smartphone, où dans une famille tout le monde a un smartphone en poche, mais par contre il y a peut-être un iPad sur la table et qui va servir donc aux 3-4 personnes du foyer. Alors tu veux qu'on parle du Mac, Eddy, peut-être alors, puisqu'on est sur l'iPad. Est-ce que tu veux qu'on compare les chiffres du Mac et de l'iPad? Les chiffres du Mac, par exemple, sont très bons. Ouais. Je crois qu'on est sur un an, on progresse de 5%. Voilà, donc franchement, c'est très très bien, d'autant qu'il n'y a pas eu de véritables nouveaux modèles sur cette période-là. Donc ça veut dire que le Mac continue à être une valeur sûre. Ouais. Effectivement, un produit de qualité, alors qu'il y a un prix certes, mais un produit de qualité dont la qualité est reconnue, et cette qualité reconnue, ça se traduit à travers les ventes qui sont encore très très bonnes chez Apple, là où d'autres sociétés se cassent vraiment la figure. Gilles, les ventes de Mac, bon, forcément elles sont inférieures au trimestre précédent parce qu'on ne peut pas faire mieux que le trimestre de Noël, mais elles augmentent de 5% dans un marché qui quand même ne cesse de reculer depuis des années, hein, globalement. Et globalement, chaque trimestre ou presque, Apple fait davantage que le reste de l'industrie, soit en positif, soit en limitant les dégâts. Mais c'est aussi parce que Apple est reparti dans un cercle vertueux. Il est arrivé un moment où, après la mort de Steve, l'attaque de Samsung qui s'est mis à copier les produits d'Apple. Oh, comme tu y vas, Gilles, enfin.
Pardon? Comme tu y vas. Attention, on va avoir des procès. Ouais, c'est ça. Il y en a déjà un, il y a pas mal de biscuits qui est sorti entre-temps, il faudra faire un numéro là-dessus, ce sera assez amusant, quoi. Oh, ça va venir, t'inquiète pas. Et donc, les cycles de renouvellement du Mac ont été désorganisés parce que la priorité était à l'iPad et à l'iPhone. Là, on est reparti sur des cycles d'environ un an, Ouais. un peu moins d'un an, 3 à 4 trimestres pour le renouvellement des modèles, et les gens se remettent à acheter Tu parles du Mac, là, hein? du Mac, oui, tout à fait, alors que il y a eu des trimestres où les ventes, par exemple, d'iMac se cassaient complètement la figure parce que le modèle n'avait pas été renouvelé depuis un an ou un an et demi, quoi. Voilà, donc un peu plus de 4 millions de Mac vendus ce trimestre, vous le voyez. Voilà, donc on est dans des chiffres qui sont quand même assez proches d'un trimestre sur l'autre. Et bon, voilà, 5 milliards de dollars de revenus, c'est... voilà, on va bientôt arriver à moins de 10% du total, hein. Si on nous avait dit ça il y a 10 ans, je crois qu'aucun d'entre nous n'y aurait cru. Peter Oppenheimer avait, ou peut-être Fred Anderson, avant de partir, je ne sais plus, avait averti que de plus en plus, Apple serait une société de services et de logiciels. Alors, Il y a cette part aussi qui augmente. Et donc, forcément, s'il y a une part qui augmente, il faut qu'il y en ait une autre qui diminue. voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire sur le Mac. On va passer assez vite sur l'iPod, mais on est clairement dans une fin de cycle, hein. Pour ne pas dire une fin de Voilà. vie. Pour ne pas dire Apple une a La fin. greffe annoncé, appuie sur l'iPhone. Ouais. Ah, l'iPod Touch n'a plus vraiment de raison d'être, puisque de toute façon, toutes les fonctionnalités que l'on retrouve dans le baladeur d'Apple se retrouvent dans un iPhone, et je pense que clairement, on sent qu'Apple est en train de lâcher complètement. Pourtant, c'est objet emblématique, hein, Ouais. parce que c'est un peu à travers l'iPod qui est apparu après derrière l'iPhone et l'iPod Touch même un peu plus tard. Et donc finalement, on s'aperçoit qu'Apple est en train de lâcher un peu l'iPod. De toute façon, les fonctionnalités se retrouvant sur les autres appareils, c'est pas vraiment problématique pour Apple. Parce que l'iPhone est en train de devenir la tour de contrôle, l'émetteur y compris, pour la nouvelle catégorie de produits qui s'annonce, qui sera soit des bracelets, soit des choses qu'on peut porter, éventuellement une montre. On va en Et reparler. c'est peut-être qui va servir d'émetteur. Le seul défaut seulement que de l'iPod Touch, c'est ça n'est pas un iPhone. Éventuellement, il peut se connecter à du Wi-Fi, mais pas à des réseaux cellulaires. Absolument. Bon, on va reparler des projets connectés ou pas dans un instant. Je vous propose qu'on aborde maintenant un produit qui a une place un peu particulière dans la gamme Apple. C'est l'Apple TV. Alors, vous vous souvenez tous les deux de ce que Steve Jobs avait dit à propos de l'Apple TV? Le hobby. C'est un hobby. Voilà, c'était un hobby. Et ben, vous allez voir que les choses ont bien changé, puisque maintenant, c'est plus du tout un gadget qu'on vend comme ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Il y a beaucoup d'argent derrière. Et c'est d'ailleurs pas anodin qu'il en ait parlé, qu'il ait abordé le sujet. Absolument. Et donc, on va écouter ce que Tim Cook disait il y a quelques heures à Cupertino à propos de l'Apple TV. The reason that I stripped off the hobby label is that when you look at the sales of the Apple TV box itself, and you look at content that was bought directly off of Apple TV for 2013, that number was over $1 billion. And so it didn't feel right to me to refer to something that's over $1 billion as a hobby. Also, from a investment point of view, we continue to make the product better and better, and so it doesn't feel right from that point of view either. We've sold now, Gene, about 20 million of the Apple TV,
And so we've got a pretty large install base there, and I'm feeling quite good about that business and where it can go. Voilà, alors, je ne sais pas si ce chiffre était déjà sorti, mais 20 millions d'Apple TV vendus, j'ai trouvé ça énorme. Alors, il faut relativiser quand même. Hein, je crois que l'année dernière, le chiffre avait déjà été donné. Il était de 13 millions. Donc, ça veut dire qu'entre-temps, ils en ont revendu 7. Mais alors, par contre, effectivement, on sent bien chez Apple la volonté de faire de cet Apple TV un objet qui va prendre, on va dire, de l'importance. De quelle manière ? On ne le sait pas encore, mais je pense que du côté de Cupertino, on le sait très bien et on a une idée derrière la tête en ce qui concerne l'Apple TV. Est-ce que ce que vous avez entendu hier soir à propos de l'Apple TV, on va dire, relance votre conviction à propos de ce qui ressemblerait davantage à une télé Apple ou à quelque chose de plus élaboré, en tout cas, autour de la télé? Alors, c'est pas un hasard non plus. Enfin, c'est pas un hasard si Tim Cook a remis ça sur le tapis, c'est qu'il y avait Gene Munster, l'analyste de Piper Jaffray, qui, depuis d'ailleurs, il lui parle, hein, c'est à lui qu'il répond. Hein. Dur comme fer à l'arrivée effectivement d'une Apple TV, enfin d'une iTV qui serait une Smart TV, une télé connectée à la mode Apple, qui changerait la télé connectée à la manière dont l'iPhone a changé les smartphones avant 2007. Et je ne serais pas du tout étonné de voir sortir ce fameux SDK, ce fameux kit de développement logiciel pour l'Apple TV, qui permettrait de faire des jeux, etc. D'autant plus que maintenant les consoles se mettent à se connecter à Internet, à jouer de la musique, etc. Faire ce que fait l'Apple TV. Eddie ? Oui, moi j'imagine bien, pourquoi pas, une surprise à la WWDC qui arrive dans un mois et demi, avec effectivement un SDK qui serait rendu public pour les développeurs, et pourquoi pas donc voir arriver effectivement les premiers jeux, par exemple sur Apple TV, dont on peut penser que l'interface va aussi évoluer, parce que forcément si elle s'enrichit en application, il va falloir lui trouver un nouveau mode de fonctionnement, et je pense que on parle des nouveaux objets à venir chez Apple. Je pense pas que l'Apple TV changera énormément sur le fond. Il y aura certainement une révision matérielle dans le courant de l'année, mais je crois que c'est surtout au niveau des possibilités que l'on va pouvoir avoir avec ce petit appareil que l'on risque d'avoir de belles surprises, à mon avis. Ouais. Donc voilà, l'Apple TV, alors ça évidemment, ça contribue un petit peu à faire le buzz, parce que ça soulève à la fois plein d'espoir et plein de fantasmes. Ce qui est intéressant dans ces réunions et dans ces conférences trimestrielles, c'est aussi d'aller chercher presque à la pincette les mots qui peuvent vouloir dire quelque chose si on les met ensemble. Alors, il a été question de projets chez Apple hier soir. On a réuni toutes ces phrases qui peuvent arriver à définir un paysage pour les prochains mois chez Apple. Je vous propose qu'on écoute une dernière fois Tim Cook hier soir à Cupertino. We're expanding Apple's products and services into new categories, and we are not going to underinvest in this business. We're also investing through acquisitions, and we've acquired 24 companies in the past 18 months. And, we're not ready yet to pull the string on the curtain, but we've got some great things there that we're working on that I'm very, very proud of and very, very excited about. The most important thing that we do is to make great products that really get our users excited. We care about every detail. And when you care about every detail and getting it right, it takes a bit longer to do that. And that's always been the case. That's not something that just occurred. We didn't ship the first MP3 player, nor the first smartphone, nor the first tablet. But arguably, we shipped the first successful modern tablet, the first successful modern smartphone. And so it means much more to us to get it right than to be first. Voilà, le plus important, c'est de sortir le bon produit, le meilleur produit.
Et donc, c'est aussi une manière de dire à tous ceux qui s'impatientent, les gars, voilà, il faut prendre votre mal en patience, on va finir par y arriver, mais pas tout de suite. En tout cas, on voit à travers ça que l'ADN d'Apple n'a pas vraiment changé. Il est toujours le même. C'est-à-dire, ne nous précipitons pas. L'année dernière, je me souviens qu'il y avait pas mal de personnes qui mettaient la pression justement sur Tim Cook, qui avait dit soyez patient. En fin d'année dernière, il avait même dit en 2014 il y aura des nouveautés et ces nouveautés vont vous surprendre. Et là, je pense que ce discours vient appuyer ce qu'il disait en fin d'année dernière. Et je pense qu'avant la fin d'année, on aura une nouvelle catégorie de produits. Et il en fait d'ailleurs plus vraiment mystère. Et alors, qu'est-ce que ce sera? Alors laquelle, parce que voilà. Moi, je parie sur le bracelet ou la montre connectée. Pour une raison simple, on a vu par exemple cette semaine Nike se retirer du jeu, alors même que Nike était un des leaders sur ce marché pour le moment, des bracelets connectés, et on sait les accointances qu'ont Nike et Apple. Et je pense que si Nike laisse par exemple le champ ouvert à de nouvelles arrivées, c'est peut-être justement parce que cette société sait que Apple a dans les cartons quelque chose qui va arriver, qui va sortir. Et je ne serais pas étonné de voir avant la fin d'année arriver un bracelet connecté, une montre connectée. Alors je ne sais pas à quoi elle ressemblera encore, je ne sais pas ce que l'on aura encore. Tim Cook le dit assez bien, je pense qu'on sera surpris. En plus, il n'y a pas vraiment d'infos qui filtrent sur ce produit. Il n'y a pas beaucoup de rumeurs autour de ce produit. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas anodin. Je pense qu'Apple fait tout pour garder ça secret. Et au moment où ça sortira, on sera vraiment, à mon avis, on sera surpris, comme le dit assez justement Tim Cook. On aura effectivement. Tu mises sur quand? Moi, je mise sur quelque chose qui arriverait en novembre, juste avant Noël. Juste avant Noël, parce qu'on sait aussi, quand on regarde les chiffres... Alors, peut-être plus tôt, et je serais d'ailleurs pas étonné que dès la WWDC, on en parle, pourquoi pas. Mais en tout cas, avant la fin d'année, avant la fin 2014, et avant Noël, on aura autour du poignet quelque chose avec une pomme. C'est sûr. Alors, vous avez peut-être vu, Gilles et Eddy, cette interview que Tim Cook a donnée dans la foulée de la conférence d'hier soir au Wall Street Journal, dans laquelle il dit que Apple n'a jamais été aussi près de faire son entrée dans avec une nouvelle catégorie de produits. Voilà. Évidemment, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais c'est aussi une manière de continuer à faire monter la pression et d'affoler le baromètre. On sait aussi l'intérêt que Tim Cook porte pour les produits connectés santé. Oui. Et je pense qu'il a à cœur, lui, de proposer ce type de produit. Absolument, les amis. Voilà tout ce qu'on pouvait dire en ce jeudi soir, donc lendemain d'annonce de résultats d'Apple sur ces chiffres qui sont en dents de scie, mais quand même plutôt bons et plutôt meilleurs que ce qu'on pensait. On va maintenant passer à la deuxième partie de l'émission, une partie plus traditionnelle, puisqu'on va passer en revue, Gilles, on y arrive, les autres sujets de l'actualité dans l'écosystème Apple. À tout de suite. Voilà, iWeek en direct, 22h, 23h, tous les jeudis sur Watch TV. Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Vous pouvez interagir avec nous et nous envoyer vos messages, vos questions via Twitter avec le hashtag que vous voyez en bas de l'écran, iWeek TV ou Watch TV, bien sûr. On est avec Gilles Dounès à ma droite et avec Eddy Magnette à ma gauche, représentant respectivement Mac+, et c'est dur parce que ça inverse tout en fait, et tablette tactile.net. Mais si on va continuer cette émission avec un sujet évidemment qui nous anime depuis déjà pas mal de temps, c'est l'iPhone 6 avec de nouveaux rendus photoréalistes. Est-ce que vous les avez vus tous les deux? Oui, j'imagine. Oui. Plus arrondi. Gilles, est-ce que tu as vu ces nouveaux rendus? Non, pas encore. Alors, je vais te les montrer, hein, ça va être plus simple. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on les doit à Martin Hajek, qui est un graphiste néerlandais.
Alors les images sont de toute beauté, il y a même un effet de flou comme si on avait fait des photos avec un Canon EOS 5D, on croirait vraiment à des photos. Ce qui change, c'est que, enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, moi, tu me confirmeras la tienne peut-être Eddy, c'est que cet iPhone 6 est beaucoup plus plat. Oui. Et beaucoup plus fin que ce que j'imaginais. Enfin, en tout cas, si c'est vraiment le design proche avec du design avec final. un dos aluminium. Voilà, avec ce dos-là. Voilà. Bon, les images sont assez étonnantes parce qu'on dirait un vrai. Hein. Alors, il est séduisant en plus, je trouve, comme appareil. On l'imagine déjà l'avoir dans sa poche. Non, c'est un bel appareil et le rendu, effectivement, le travail du graphiste est vraiment très bon. Hein. Le rendu est pas mal. Gilles? Oui, tout à fait, d'autant qu'il a repris à son compte les rumeurs les plus réalistes, celles-là qui courent, c'est-à-dire un design plus fin, un écran un petit peu plus large et des dos en aluminium qui auraient été achetés en grande quantité ou en acier, on ne sait pas, en tout cas métallique. Non, ça donne envie, oui. Ça donne envie, absolument. Alors, on va passer on va revenir à l'Apple TV, puisqu'on en a parlé il y a un instant. Ceux qui aiment bien fouiller dans le code informatique des OS d'Apple ont trouvé des références à Siri dans iOS 7.1. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est je pense qu'on va avoir un nouvel appareil qui sera pas forcément très différent de celui que l'on a aujourd'hui. On aura peut-être une télécommande qui permettra justement d'interagir avec la voix, mais je crois que c'est surtout le SDK qui va devenir intéressant parce que, à travers ça, on voit qu'il va s'ouvrir. Il va y avoir de nouvelles fonctionnalités et possibilités d'interagir avec cet Apple TV et ça risque de devenir un appareil très intéressant à l'avenir. Gilles, une télé pilotée par la voix, ça semble assez évident, non? Oui, tout à fait. Bon, ça fait plusieurs années que personnellement j'y pense. Samsung a fait une télécommande également comme ça. Dans la mesure où Siri était là et où l'iPhone était doté de gyroscope et de capteurs de mouvement, on ne pouvait qu'imaginer qu'il puisse servir de télécommande intelligente. C'est c'est un peu le prolongement naturel. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une conversation dans la pièce. Éventuellement, la télé, elle aussi, délivre du son. Donc, il va falloir être vraiment très bon pour que, si c'est vraiment le cas, la télécommande soit vraiment efficace. Je vais rallumer mon micro. On va passer à un autre sujet qui concerne le matériel avec cette info qu'on trouve chez nos confrères et amis de MacG. L'arrivée possible de nouveaux MacBook Air dès la semaine prochaine. Alors, on va calmer les foules. Hein. Apparemment, pas une révolution, mais une révision matérielle. Au moins une révision. Hein. Oui, on arrive à 1 an à peu près de durée de vie du produit. Il n'y a pas de... C'est le délai maximum dans la nouvelle scansion d'Apple pour un produit. Oui, 3-4 trimestres. Donc, on arrive au moment de tourner le 4e trimestre. C'est le moment où on peut s'attendre à voir apparaître des nouveaux MacBook Air et je dirais au mois de mai-juin, la même chose pour des MacBook Pro. Alors, même si pour la fin d'année, il est quand même prévu le fameux MacBook Air 12 pouces qui serait lui Retina, qui est toujours programmé pour, on va dire, le dernier trimestre de l'année 2014. Donc un trimestre qui va être, à mon avis, riche en actualité, riche en sorties matérielles, et qui va appauvrir du coup les fans d'Apple. Il est très attendu celui-là. Hein. Ah oui. Tout va se passer, à mon avis, à partir de la rentrée, dès le mois de septembre, on va avoir, je pense, une nouveauté par mois.
Alors une nouveauté très, très intéressante pour ceux qui suivent le monde Mac, c'est la mise à disposition de tout le monde des bêtas, des versions bêta d'OS 10. Alors ça, c'est une vraie révolution. Gilles, comment est-ce que tu comprends ce mouvement d'Apple qui a donc mis à disposition la dernière bêta en date d'OS 10 de Mavericks? C'est la dernière. On n'a pas vraiment de nouveautés nouvelles, si j'ose dire. Mais dans la démarche, ces bêtas qui étaient jusqu'à maintenant réservées aux développeurs, inscrits au programme développeur, qui payaient une jolie somme, une cotisation annuelle, etc., pour y avoir accès, ça évitait aussi que le public se retrouve en contact avec des versions pas forcément stables. Là, c'est un vrai changement quand même. Oui, mais là, la version est aboutie. On va commencer éventuellement à tourner en juin sur une nouvelle version complètement, une nouvelle itération du logiciel qui sera, elle, qui fera table rase du passé en quelque sorte. Ouais. Alors là, on est sur des choses beaucoup plus abouties. Il y a aussi le fait que... Alors parlons du design, Gilles, parce que il est 53, donc il nous reste 5 minutes, il nous reste encore quelques gros sujets à voir. Il y a beaucoup de... Alors, est-ce que l'interface va évoluer pour toi? Sur le Mac? Sur la nouvelle version? Sur OS 10, voilà, oui. Non, je pense pas. Donc, éventuellement des gestes supplémentaires sur des trackpads, c'est toujours possible. Mais il y a une différenciation bien nette entre les deux plateformes, la plateforme mobile iOS et la plateforme OS 10. Les interactions, les croisements sont présents, mais ils sont relativement rares. Il n'y a pas la confusion et l'erreur qu'a pu faire Microsoft avec Windows à ce niveau-là. Ouais. Eddy, on a vu à l'instant un essai de design aplati d'OS 10 fait par un design fan. plutôt réussi d'ailleurs. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Enfin, c'est la même démarche que celle que l'on retrouve sur iOS 7, c'est-à-dire effectivement quelque chose de très aplati, très épuré. C'est pas inintéressant, d'autant qu'on sait, on sait pas, mais il y a quand même dans les tuyaux l'idée de voir arriver en 2015, c'est ce que l'on peut lire, un iPad Pro qui serait un appareil hybride entre l'iPad et l'ordinateur, et pour lequel il faudrait très certainement un système d'exploitation qui serait ni iOS ni OS 10. Et donc peut-être que on va retrouver quelque chose, un OS 10 qui se rapprocherait un peu d'iOS pour avoir dans 1 an et demi un OS hybride qui permettrait de s'installer sur l'un ou sur l'autre. Mais bon, là, je pense qu'il y a encore du temps, mais je suis d'accord, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de révolution, je pense, pour le prochain. Si rupture il doit y avoir, ça sera sans doute au niveau de l'Apple TV. Si on doit mettre plus de choses dessus, comme on disait tout à l'heure, éventuellement des gestes face à une caméra ou des transmis par le bracelet ou par l'iPhone par le biais de la puce M7, il y a tout un tas de choses à imaginer de ce côté-là. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, Eddy, une nouvelle assez surprenante, c'est on va dire, la décapitation de l'équipe chez Nike qui s'occupe l'équipe matérielle. Du Fuel Band, ça, l'équipe matérielle. Alors, explique-moi la nuance, parce que ça veut dire que Nike ne va plus faire de bracelet ou ne va plus le fabriquer? Alors, dans un premier temps, donc la fabrication va s'arrêter. Les modèles, bien sûr, qui existent continueront d'être produits et même continueront d'être déclinés dans de nouveaux coloris.
C'est donc sur les 200 personnes qui travaillent sur le projet, si j'ai bien compris, la cinquantaine de personnes qui travaillent sur la partie matérielle, on leur a demandé de plier bagages. D'ailleurs, au passage, plier bagages pour finir où, je sais pas, mais il serait pas impossible de voir certaines de ces personnes rejoindre les équipes d'Apple. Mais par contre, Nike va continuer de travailler sur la partie logicielle. Et les applications Nike sont déjà nombreuses sur iPhone. Et à mon avis, ça va continuer d'être le cas. Et comme je le disais tout à l'heure, je serais vraiment pas étonné du tout que le futur bracelet ou la montre connectée d'Apple soit en interaction totale avec ce que peut faire Nike aujourd'hui, son système de Fuel Band son système de Nike Fuel et tout l'écosystème que Nike a mis en place et qu'il va continuer de développer. Et ça, par contre, c'est très clair dans l'annonce qu'a fait Nike. Il nous reste 1 minute 30, les amis. On va évoquer 2 derniers sujets. Le premier, c'est le procès, le deuxième procès entre Apple et Samsung qui continue. Je ne sais pas si vous êtes passionné ou pas. En tout cas, on a appris, en tout cas, à vérifier, à confirmer, parce que ce sont les avocats qui l'affirment, que Samsung aurait acheté deux brevets, on va dire, spécifiquement pour s'en servir contre Apple au procès. Ça, c'est de la stratégie. Hein. Oui, mais c'est pas nouveau. Comment dire, quand Apple, à la fin des fins, après avoir cherché des arrangements avec Samsung, est allé au procès, Samsung a contre-attaqué en attaquant Apple sur des brevets qui sont dits de front, c'est-à-dire d'utilité générale pour l'industrie, alors que normalement ça ne se fait pas. Ouais. Bon, merci de faire court, Gilles, parce que tu as bien senti qu'on était à la fin de l'émission. Je voulais quand même vous faire réagir sur le dernier sujet. Alors c'est vraiment un clin d'œil, il nous reste 40 secondes. Cette mise aux enchères d'un déjeuner avec Tim Cook. 2 personnes vont pouvoir passer 1 heure avec lui. Ça aura lieu sans doute à la fin du printemps. Il faudra qu'ils se mettent d'accord sur la date. Il y a une enchère pour l'instant à $10,000. Mais la valeur estimée, c'est $100,000. Combien vous seriez prêt à mettre l'un et l'autre pour participer? Alors, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que Tim Cook passe à table. Si je paye un dîner à Tim Cook, c'est pour qu'il passe à table et qu'il me révèle tout. Donc, si je suis sûr d'avoir des informations que personne d'autre n'a et que je pourrais monnayer très cher ensuite, je suis prêt à payer très cher pour un déjeuner. Auquel cas, si c'est pour qu'il reste silencieux sur le futur d'Apple, ça m'intéresse pas vraiment. Voilà, donc que Tim Cook t'écrive directement s'il est prêt à faire des révélations. Voilà. S'il veut passer à table au sens propre comme au sens figuré, je paye. D'accord. Bon, merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir de passer cette heure. Qu'est-ce que ça passe vite, 1 heure. Plaisir partagé. C'est incroyable. Vraiment, super moment. Merci beaucoup, Eddy. On te retrouve évidemment sur tablettactile.net. Tu embrasseras Cédric et toute la bande. J'y manquerai pas, et puis merci à toi encore de l'invitation. Et tu reviens quand tu veux, tu es chez toi et tu fais partie de la bande désormais, bien sûr. Et merci aussi à Gilles, qu'on retrouve évidemment sur macplus.net. Salut Gilles. Salut Benjamin, et encore merci de ton invitation. De rien, pareil, on se retrouve très vite. Merci à vous qui nous suivez sur Watch TV. Les programmes continuent évidemment. On se retrouve jeudi prochain, même heure, 22h, 23h en direct. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut à tous.